Packboy pour une nouvelle vidéo sur les achats manga, et cette fois-ci donc du mois d'août, même si c'est du mois de juillet, vous comprenez toujours la petite nuance qui est mes vidéos, c'est-à-dire que je fais tout avec un mois de retard. Voilà. Mais au moins ça m'a permis enfin de récupérer certains titres que je vous arrêtais pas de vous dire qu'ils étaient géniaux et que je n'avais pourtant pas dans ma collection, et qui sont enfin à moi. Enfin possédé. Et j'ai pas voulu faire le fond vert parce que tout simplement je suis en train de préparer mon déménagement et donc il y a un petit peu de désordre et tout ça, mais au moins il y a toujours mes petites figurines derrière pour faire joli. Et j'ai pu remarquer que ça ferait peut-être des vidéos un petit peu plus personnelles si je vous parlais directement sur mon décor. Dites-moi qu'est-ce qui vous arrange. Est-ce que vous préférez justement donc un fond vert et que je mets une image par-dessus ou autre chose de l'animation, ou si vous préférez faire des vidéos justement avec mon décor naturel qui pourtant est un petit peu vidé. Sur l'autre côté là, vous savez, la petite armoire que vous voyez souvent auparavant est plus ou moins carrément un petit peu vidée, donc ça serait un petit peu moins beau. Voilà, mais il y a toujours mon poster de New Prehistory par contre. Donc voilà, dites-moi. Et de toute façon, c'est sûrement l'avant-dernier mois avant que je le fasse sur mon nouveau décor et mon nouvel appartement. Enfin, voilà, je suis content. Mais par contre, donc ça veut dire que je vais faire un petit peu moins de vidéos travaillées jusqu'à donc mi-septembre. Voilà, je suis désolé, voire début octobre, parce que justement, il y a des choses plus importantes dans ma vie pour l'instant. Mais trêve de blabla, puisqu'il y a beaucoup de mangas, encore une fois, j'en ai acheté des tonnes. Alors je vais faire un compte là, 3, 6, 8, 11, 14, 18 mangas. Ça fait beaucoup. Voilà, 18 mangas pour vous présenter. Bon, il y a plusieurs mangas qui sont avec plusieurs tomes, donc je les présenterai en même temps. Mais voilà, pour le reste du temps, là, en général, comme vous pouvez le constater, je vais vous présenter beaucoup de mangas à lire et que je vous recommande vivement pour la plupart. Commençons avec enfin la fin de Prisonnier Riku, avec le tome 38. Et j'ai pu constater que l'auteur était très présent sur Twitter et parlait beaucoup, même avec ses fans français. Il est très... on va dire... On sent la personne honnête et qui adore son métier et qui est vraiment content que, justement, il ait beaucoup de succès, même en dehors de son pays natal, le Japon. Et donc, il est très reconnaissant que nous achetons son manga en France et qu'il est sorti en France. Donc, raison de plus pour acheter ce manga, parce que déjà, en plus d'être génial et de proposer enfin une fin à tout ça. Alors, d'ailleurs, par rapport à la fin, il y a des passages du manga qui sont 10 000 fois plus longs et pour affronter un ennemi. Et là, donc, pour le dernier tome, on a carrément la fin pour affronter le boss final, le ministre de l'Intérieur qui, justement, est censé... est le responsable de tous les maux et tout. Et donc, on déjoue un attentat, on fait une révolution, et enfin, on bat l'ennemi principal, le ministre de l'Intérieur et tout ça. Et donc en fait, ça passe très très vite. Donc c'est un petit reproche que je pourrais faire, c'est que tout le long de certains tomes et de certains arcs ont été très très longs et très laborieux, même si justement c'était toujours un plaisir à lire, parce que justement il y avait toujours le style graphique complètement farfelu et qui s'est de plus en plus jojoisé ou GTO-isé, hein, vous comprendrez, avec des grosses têtes bien cheloues. Tiens, j'oserais les montrer, et qui ont été vraiment véritablement fun à regarder. Mais ça fait que donc en fait on montre de plus en plus que ce manga n'était pas au final un vrai manga de baston dans des prisons, mais plus donc un manga on va dire où l'honnêteté et la morale est plus important que tout, et c'est ce qui rend ce manga donc si précieux et si intéressant. C'est que dans un monde assez dénué de morale, assez dénué d'honnêteté, et avoir ce manga là, même s'il y a un petit passage quand même qui nous fait encore bien douter des gens et face même à la vérité,
tant que c'est que la personne qui est en face qui leur dit leur paraissent néfastes, ben ils vont pas les croire et ça peut faire désespérer les gens. Et oui, mais derrière ça se finit bien et dans une bonne un bon karma, j'ai envie de dire. Donc Prisonnier Riku à lire absolument, parce que c'est vachement fun et c'est vachement bien. Alors, j'ai pas arrêté de vous les teaser, de vous dire d'aller les acheter tout de suite, mais que moi, ma librairie les avait pas en rupture de stock. Mais là, par contre, ils en avaient plein. C'était encore dans les trucs de nouveauté, alors que c'était sorti depuis un mois, mais je pense que ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, je vous le recommande vivement, et vous pourrez dire que vous étiez les vrais, que vous étiez les premiers à le savoir. C'est Blue Lock, tome 1 et 2. Et donc, c'est un manga sur le foot, mais ne vous attendez pas du tout à du Captain Tsubasa. On est plus dans une sorte, un mélange de trucs comme Keiji ou Lear Game et Giant Killing. Si vous avez vu l'animé de 49 épisodes, Giant Killing, c'est l'histoire d'un entraîneur qui va essayer de changer une équipe de Ligue 1 japonaise et les rendre les plus forts alors qu'ils étaient les plus nuls et tout ça. Et c'est un mélange des deux, puisque en fait, Blue Lock, c'est l'histoire de 100 attaquants qui sont enfermés dans un endroit pour essayer de s'entraîner et être l'élu, celui qui sera l'attaquant ultime et qui se crée une fois tous les 10 ans dans le foot, dans le milieu du foot, à la Mbappé, Pelé, Messi et compagnie. Et voilà, c'est un petit peu un sorte de battle royale, avec du football. Et donc c'est véritablement intéressant et ça prend une nouvelle position que les mangas sportifs n'ont jamais pris. Donc avec des épreuves spécifiques et spéciales qui rappellent le foot et tout ça, mais ça sera pas style quelle stratégie pour les battre et tout ça. Non, c'est vraiment en mode il y a une épreuve avec des pièges et il faut savoir contourner les pièges. Donc ça donne un petit côté stratégique encore plus fort et beaucoup plus fun, un petit peu comme Alice in Borderland mais avec du foot, quoi. C'est limite ça, quoi. Voilà, pour vous donner une idée, c'est vraiment ce mélange ultime qui fait que pour moi, Blue Lock est un manga à voir absolument et à posséder dans sa mangatech. Parce que je les ai lus et je vais les présenter en même temps parce que ça fait plus ou moins partie du même univers. C'est Dragon Ball SD tome 7 et Dragon Ball Super tome 14. Alors Dragon Ball SD, on continue de plus en plus à se demander toujours dans Dragon Ball SD, je suis une bitch de Dragon Ball, j'achète tout ce qu'il y a sur cette série, donc peu importe la qualité. Et Dragon Ball SD, c'est le manga en version chibi. Il n'y a pas beaucoup de valeur rajoutée, il y a très très peu de blagues supplémentaires, de moins en moins. Et mais après, lire le manga original, qui était parfait déjà, Dragon Ball c'est la vie, le voir en mode chibi, ça te fait juste revivre les aventures avec des personnages tout mignons et tout kawaii, et en plus en couleur, donc on va pas chipoter, mais c'est sûr et certain que si vous n'êtes pas un fan ultime de Dragon Ball, cette lecture ne s'impose pas, entendu. Voilà, mais Dragon Ball Super, c'est la fin, c'est plus ou moins la fin de l'arc Moro, ça se terminera dans un ou deux chapitres, je crois, juste le chapitre prochain du prochain tome, le tome 15, racontera la fin de Moro. Il y a des choses que je me dis par rapport, quand je lis le manga, ça me fait pareil avec Hunter x Hunter. Étant donné que Dragon Ball Super, c'est pareil, que je le lis en scan avant de le lire en volume relié, de le relire en volume relié, j'ai pas l'impression de lire le même manga. Donc j'ai l'impression que déjà il y a eu quelques petites améliorations par rapport au dessin, ou par rapport aussi, c'est surtout au niveau des cases que Totaro est vraiment très très mauvais, et c'est ça qui est dommage, c'est que derrière en fait tout se passe tellement vite et de manière tellement accentuée que... Et pareil, le scénario est alambiqué et mal fichu, ce qui fait on reconnaît beaucoup plus les défauts quand derrière la forme n'y est pas. Voilà. Et heureusement, il y a 2-3 cases par contre où, franchement, en volume relié, ça rend énormément. Donc c'est moins
C'est beaucoup plus travaillé et dans un sens donc moins lisible que ce que faisait un Akira Toriyama, mais des fois de temps en temps, Toyotaro peut donner des belles pages comme ça et être fun le découpage, comme la raconte Chef Otaku, et je suis d'accord avec ça, est beaucoup trop surdécoupé et donc ça donne une lecture fastidieuse et inutile, et comme je l'ai dit, si le dessin n'y est pas, on remarque plus facilement les défauts de scénario et voilà, ça gêne un petit peu de tout. Mais derrière, c'est ça qui est chiant, c'est que Toyotaro, de temps en temps, a l'air de savoir maîtriser le style Toriyama, mais même dans la découpe, mais il le fait pas 24h/24. Et par contre, là où j'ai un doute sur le fait que Toriyama puisse encore savoir dessiner, c'est que derrière, Toriyama aurait soi-disant refait ces 2 cases-là. Et franchement, c'est les 2 cases où je me suis dit, putain, c'est dégueulasse. Donc j'espère que c'est vraiment pas lui qui l'a fait, parce que c'est très inquiétant. Ou si c'est... En fait, c'est Toyotaro qui l'a fait sous les conseils de Toriyama, mais ça me paraissait... moins bien que ce que j'ai lu chez Toyotaro, mais moi, tu vois, je suis du genre à penser que Toriyama, s'il dessine plus, bon, déjà, c'est qu'il a plus la forme. Il a plus de 50 ans, hein, donc voilà, le pauvre, je le vois mal dessiner non-stop des chapitres et tout ça. Mais derrière, je pense que même son style, maintenant d'aujourd'hui, est beaucoup moins fait pour le manga que plus pour de l'illustration, tout simplement. Jojo Lyo, tome 21, donc on a, de ce que j'ai compris et de ce que je crois, le méchant ultime qui est le directeur de l'hôpital et qui va servir d'ennemi ultime pendant les 5 prochains volumes. Parce que j'ai vu que ça s'arrêtera donc au tome 26 ou 27, puisque le dernier chapitre sera au mois d'août. Et en fait, toujours un petit peu le petit défaut que je retrouve depuis Steel Boron en Jojo, même si ça reste quand même une excellente lecture, hein, faut pas se mentir, c'est juste que les chapitres sont beaucoup plus grands, 49 pages, alors qu'avant ça fait du 18 pages, et on a l'impression donc qu'une situation est beaucoup plus longue avec ce genre de format qu'avec le format 18 pages, où on a vraiment l'impression que là, tous les 18 pages, il y avait un cliffhanger, un cliffhanger, alors que là, c'est tous les 49 pages, donc ça paraît beaucoup plus long. Voilà, ça permet de... Alors que pourtant, l'action est omniprésente, ça empêche concrètement d'être totalement dans le récit, quoi. Donc c'est dommage. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, mais par contre, les nouveaux personnages et les nouvelles situations sont vraiment pas mal dans le dernier arc. Donc franchement, ça reste quand même une lecture Jojo. Et Jojo, Jojo c'est aussi la vie, parce que Jojo c'est partout. Tout est une Jojo référence. Voilà, faut le savoir. Donc allez lire Jojo Lyon. Jagan, tome 12, donc peut-être l'avant-dernier tome. Soit l'avant-dernier tome, soit l'avant-avant-dernier tome. D'ailleurs, dans ce tome-là, il s'est un petit peu calmé sur les scènes de sexe, même s'il y a un passage qui est un petit peu chelou. Voilà, avec la nana qui est en fait un homme et tout. Mais sinon, en règle générale, là, il y a une très bonne baston que je trouve dommage, un petit peu courte, avec justement l'ancien flic. Et voilà. L'ennemi principal, pareil aussi, par contre, l'ennemi principal, on a vite fait un petit flashback de 10 pages, et donc je trouve que là aussi ça va un petit peu vite. Et je me dis que peut-être qu'au final le manga n'a plus trop de succès, et donc c'est pour ça qu'il est obligé de terminer très vite son histoire. Alors qu'avant il prenait beaucoup plus de temps, je trouve. Mais par contre le pouvoir du méchant principal a l'air terrible et donne l'impression vraiment de plus de grandeur. C'est dommage que donc son passé n'est pas aussi bien traité et assez rapide, mais il a quand même une certaine présence et un certain charisme qui fait que justement on a vraiment l'impression enfin de passer à autre chose. Et pareil, enfin donc il y a un certain deuil qui a été fait et qui était teasé plus ou moins depuis le tome 1, et c'est un véritable plaisir de voir justement ce genre de changement. On voit qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se passent dans ce tome 12,
et que justement donc ça va être un véritable beau combat, je pense, grandeur nature, et avec beaucoup de sacrifices qui seront faits. De toute façon, c'est ça qui est génial avec ce manga, c'est que c'est pas avoir en sacrifice et en mort cruelle. Donc ça rajoute toujours donc beaucoup plus de suspense parce qu'on se dit tout est imprévisible dans ce manga. Donc Shagan, une très très bonne lecture qui fera 13-14 tomes grand max, et donc à part s'il décide de se lancer dans un nouvel arc, mais je pense que vu la grandeur que va prendre là le combat final contre No Face, ça serait difficile d'aller beaucoup plus loin, quoi. Je pense que ça serait inutile, mais bon, on sait jamais avec ce genre de manga. Voilà, tout peut arriver. Shine, tome 6. Donc concrètement, voilà, moi avec les 6 premiers tomes, je confirme, en fait, c'est le styliste le héros, alors que c'était la mannequin qui était montrée comme l'héroïne. Et par contre, un autre truc de très très sympa, c'est que Shine était pour l'instant, en tout cas dans les 5 premiers tomes, un good feeling. C'est-à-dire que tout se passait à merveille, tout se passait bien, et il y avait des conflits. Certes, mais pas assez pour qu'il soit pris au sérieux, et c'était surtout une montrée, ouais, effectivement, une vision du monde du mannequinat et du stylisme et du modélisme, enfin voilà, et de la couture, et donc d'apprendre certaines choses et tout. Et là, c'est la première fois que je vois le héros principal, donc le styliste, pleurer et être mis à mal plus d'une fois dans ce tome. Voilà, il va lui arriver beaucoup de choses et on va essayer de l'égratigner, même parce que même les personnages étaient en quelque sorte d'une pureté exceptionnelle, et on va essayer de beaucoup jouer sur cette pureté pour essayer de le détruire de l'intérieur et faire en sorte qu'il soit mauvais. Donc je vous spoil pas plus et tout ça, mais ça a rajouté beaucoup de tension dans ce manga qui franchement était déjà très très bien sans, et là rajouter de plus en plus de tension et donc de conflits rapporte encore plus donc d'intérêt à cette œuvre qui est encore une fois sur le modèle. Et donc là encore je vous recommande vivement Shine. Quel manga énorme. Ceci est donc tous les mangas que j'ai lus avant de faire cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter surtout des mangas que je n'ai pas encore lus, et donc je pourrais vous donner que un avis sommaire par rapport au dernier tome, et non pas en détail sur les prochains tomes. Alors je sais que ce manga est totalement détesté, alors que pour moi c'est un vrai plaisir coupable, sachant que c'est du trash pour du trash complètement loufoque, mais que je trouve bien fichu, et qui... surtout dans son acte final, se transforme toujours en pugilat pour la pourriture que c'est, et donc ça crée un véritable bon défouloir. C'est DebTube tome 15, donc voilà. Par contre, donc, on voit que ce manga-là a plutôt du succès, contrairement à Jagan, puisque donc là, alors que nous avions tué un des créateurs de DebTube, justement maintenant il y a un Néo DebTube qui se crée. Voilà. Donc on est reparti à zéro dans un sens, avec des nouveaux personnages, des nouvelles épreuves et un nouveau style. Toujours gore, toujours sexuel, toujours pour du pur sadisme, et montrer justement une vision complètement déluré du Japon. Pour moi, ça va complètement à l'encontre justement de ce qu'on pourrait se faire de l'image parfaite du Japon, tout en utilisant bien ses faiblesses d'ailleurs, puisque justement là on pourrait croire que c'est du surréalisme avec le côté horreur, avec le côté viol, avec le côté meurtre et tout ça, alors que c'est pas quelque chose d'excessivement présent au Japon. Mais en fait, il y a un autre aspect énormément présent dans ce manga, et qui lui est véritablement réel, c'est tous les non-dits. Voilà, si vous voyez des chaînes vidéo sur le Japon, vous savez que le Japon, donc c'est beaucoup une facette publique, avec un visage toujours souriant, toujours propre et tout ça. Mais par contre, ça sera pas un visage, mais au fond d'eux, ils ont leur nécrose, ils pratiqueront la langue de vipère pour vous détruire et faire en sorte d'être les numéros 1 à vos dépens. Donc c'est beaucoup de non-dits, et c'est là que ça joue le plus, c'est que justement donc les gens paraissent toujours propres et beaux devant les gens, mais souvent ces personnes-là
sont souvent les plus pourris au final, et c'est ceux qui montrent leur véritable instinct, leur véritable eux, et ceux même s'il est pourri, qui sont souvent valorisés dans ce manga-là. Et c'est pour ça que, en fait, DeadTube, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup comme Scumbag Loser, même si c'est pas du même auteur, mais c'est du même scénariste, mais c'est du même dessinateur, c'est que ça reste une critique de la société japonaise. Après, il faut passer à travers l'ultra-gore et le délire vachement violent de ce manga-là. Et je comprends qu'effectivement, si la forme ne plaît pas, vous ne pouvez vous intéresser au fond. Et ça, c'est comme dans Dragon Ball Super, la forme n'est pas terrible, donc on voit beaucoup plus les défauts du fond. Et voilà, c'est pareil, et c'est une question de plus-value. Mais moi, je continuerai à défendre ce manga. 17 ans, une chronique du mal, tome 3. Donc, comme je vous l'avais dit dans le précédent tome, nous sommes véritablement donc à mi-chemin entre le manga qui a des bonnes idées mais qui derrière ne les exploite pas assez. Je pensais à la mère de famille qui ne veut pas dénoncer son fils et qui veut croire encore que son fils n'a pas kidnappé quelqu'un, mais derrière l'histoire de la sœur avec des pouvoirs télépathie où ça nous casse complètement du réel, de ce fait divers. Donc en espérant que justement mais bon, la sœur jumelle, je pense que ça va être très très important et que ça va être elle qui va servir à peut-être faire en sorte que le manga se finisse bien. Je sais pas, je n'ai pas vu la fin et tout, mais donc il y aura toujours cette petite réticence à cause de ce côté surréaliste, j'ai envie de dire, mais derrière ça reste un manga très intéressant pour comprendre ce fait divers derrière. Voilà. C'est pas le manga du siècle, mais parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop de défauts, mais c'était important d'avoir justement une opinion par rapport à ce fait divers, à ce manga-là. Je me dis, un autre manga sur le sujet pourrait être tout aussi intéressant, voir un film. Il faudrait que je regarde si un film n'a pas été fait sur le sujet, parce que ça, je verrais bien ce sujet traité dans un film. Alors, The Fable, tome 2, donc comme je vous avais parlé par rapport au premier tome, c'est peut-être parce que j'ai trop la vision du premier film qui fait que j'avais trouvé le rythme du manga un petit peu trop bâtard et pas assez intéressant dans le manga par rapport au film, que j'avais trouvé génial ici. Comme je vous l'ai dit, je voulais sous-titrer, aller sur le blog, le site Total Japon que j'ai créé, voilà, il y est le film, vous pouvez le voir en VO sous-titré français, donc faites-vous plaisir, vous allez voir que ce film est véritablement génial. En plus il y a même une référence à Jackie Chan à un moment. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et là, donc on va continuer encore sur le premier film. Je crois que ça se... Oui, non, si, on n'est même pas encore à la fin du premier film. Il faudra que je vois où ça en est. Et Yoko, qui était là aussi ma petite déception, parce que dans le film, elle était super forte, elle savait se démerder, et voilà. Là, dans le manga, elle fait un petit peu cruche et assistante du tueur. Donc j'espère que ça va s'améliorer, ça, parce que je trouvais que c'était justement l'alchimie entre ces deux-là, entre les deux personnages principaux, qui rendait le film très excitant et très sympathique. Voilà, c'était pas juste un seul personnage qui était intéressant, c'était les deux. Et là, j'ai plus l'impression que on est devant un gars un petit peu trop stupide, mais qui est génial, et elle qui sert d'assistante un petit peu cruche. Donc j'espère qu'elle sera un petit peu plus mise en avant, comme dans le film. Voilà, à voir. Carol and Tuesday, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, et je crois que le 3e tome, c'est la fin. Et franchement, j'avais peur du manga Cowboy Bebop et tout, donc déjà, non. Franchement, c'est terriblement bien dessiné, au point que franchement, bon, je voulais vous montrer une page, mais bon, il n'y a pas de décor, mais les décors sont aussi chouettes que les personnages. On a limite l'impression de voir un dessin animé tellement c'est vachement bien fait. Non, vraiment, il y a beaucoup de pages qui sont magnifiques dans ce manga, et l'histoire est respectée.
Donc c'est pas des filers tout pourris qu'on pourrait voir et qu'on pourrait croire quand on lit ce genre de manga là. Non, c'est vraiment donc une copie parfaite de l'animé en version manga. Donc si vous avez aimé l'animé, vous aimerez le manga et inversement. Voilà, c'est aussi bien et c'est aussi animé. Bon bah après le seul truc qui manque c'est le côté musical. Pour un manga sur la musique. C'est difficile de l'écouter, mais voilà, on manque un petit peu toutes les compositions de Yoko Kanno. Voilà, mais bon, après, comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà vu l'animé et que vous avez donc les musiques en tête, Carole, vous les aurez en lisant le manga dans un sens où vous mettez la musique, la bande originale, l'OST de Carole Tuesday en même temps que vous lisez ce manga, et comme ça sera parfait. Demon Slayer tome 15, alors j'ai pas trouvé le tome 14 à chaque fois, il manque un volume et donc je vais lire en avance des trucs. Et franchement, depuis qu'ils affrontent une lune par tome et tout, et que ça devient sérieux, il y a un petit peu plus d'énergie, je trouve, dans le manga, et c'est beaucoup plus fun que les débuts laborieux. Donc dans un sens, tant mieux que ça n'a pas eu beaucoup de succès avant que l'anime sorte. Ça a permis de faire en sorte que le manga s'étire pas sur 40 tomes parce que ça aurait été très très boffé. Mais je trouve que franchement le manga, bon, continue d'être classique, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, mais l'action est beaucoup plus omniprésente, beaucoup plus violente et beaucoup plus tendue. Et donc ça marque beaucoup plus. Parce que justement c'est beaucoup plus intéressant et remarquable. Et on est pris. On est pris dans le manga tout le long, et ça rappelle encore une fois Inuyasha, du Rumiko Takahashi, on dirait. Voilà. Et Rumiko Takahashi fait que des bons mangas, c'est bien connu. Je vous rappelle qu'elle a reçu des prix en France, si vous le dire. Je crois qu'elle a eu le prix d'Angoulême, dernièrement, je sais plus. Mais je crois que c'était ça. Alors, City Hunter Rebirth, tome 8. Alors, franchement, contrairement à Angel Heart qui s'est transformé un petit peu en drama et que c'était pas très intéressant, City Hunter Rebirth, tu revis le bon City Hunter avec vite fait des petits rajouts comme ça pour le côté isekai avec cette petite fille et tout, mais ça dénature pas l'œuvre. Pour autant, ça va dans le sens, même si les personnages, certains sont des fois un petit peu hors sujet, mais franchement, revivre le manga avec un nouveau point de vue, ça fait que ça reste donc un bon isekai, en tout cas sur les 7 premiers tomes, et donc je suis d'accord que le manga continue parce que justement on a l'impression de redite, mais le premier manga était tellement parfait et tellement très très bon que franchement c'est toujours un plaisir à relire avec ces petits passages en plus, quoi. Donc lisez City Hunter Rebirth si vous adorez City Hunter, tout simplement, parce que c'est un excellent manga, et comme Family Compo aussi, moi je pense la plus grande œuvre de Tsukasa Ojo, c'est Family Compo, mais juste derrière City Hunter, ça c'est sûr. Dr Stone, tome 14, donc nous sommes en train d'affronter une île où quelqu'un aurait le pouvoir de statifier tout le monde et tout, et donc ils sont tous arrivés dans cette île pour justement découvrir la véritable nature des statues et tout ça, et de savoir qui c'est qui a fait ça et tout. Et là ils sont tous à peu près, à part 4 ou 5, tous ceux qui sont venus dans le bateau et qu'ils étaient une dizaine, vingtaine et tout ça, ils sont tous statifiés, et donc à 3 ou 4 ils vont devoir essayer de sauver tout le monde et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La dépétrification à la finie, voilà, mais donc et essayer de comprendre de plus en plus l'histoire de cette île à travers ce tome en tout cas. Donc le vrai visage de Medusa, donc ça veut dire donc qu'on va voir la personne qui est responsable de tout ça. Et d'ailleurs, vu que le dernier tome, alors attention petit spoil, le dernier tome indiquait que c'est fait de nature humaine, donc le petit problème étant c'est qu'il s'est passé plus de 5000 ans, donc je crois entre la dépétrification de notre héros et sa pétrification, donc le petit souci étant c'est comment ils vont justifier, alors que c'est humain, que la personne est responsable de ça il y a 5000 ans. Donc peut-être qu'ils vont dire que c'est une passation de pouvoir de scientifique. Je pense que ça va être ça.
Et donc en fait, ça sera pas le vrai responsable de l'époque, mais ça sera le descendant des responsables de l'époque, à voir. Donc dans ce tome-là, qui avance très très bien, hein, et avec le dessin de Boichi. J'espère que, étant donné que là ils affrontent quelqu'un, qu'on va pas trop oublier aussi le côté science, qui était intéressant. Donc voilà, mais bon bah à lire quand même. My Hero Academia tome 29. Alors j'entends tout le monde dire que les derniers chapitres sont énormes, que ça redéfinit des coups et tout ça. Bon, je les ai lus, hein, les scans, hein, donc là je sais plus où on en est, mais et tout ça, mais effectivement c'est légèrement mieux. Et maintenant c'est de nouveau lisible. Alors, mais on est passé sur au moins je dirais 15 à 20 tomes de chiantitude. Donc à un moment donné, voilà, oui, bah peut-être que c'est ça qu'il a voulu faire l'auteur là. Comment il s'appelle déjà, Koei là, Koei Horikoshi là. Peut-être qu'il nous a endormis pendant 15-20 tomes avec des histoires inintéressantes et des épreuves tout aussi inintéressantes dans tout le long du manga, pour que quand enfin l'arc principal reprend de la valeur et de l'importance, ben on se dit ah putain, en fait c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais, fou là, dis donc, oui, mais non, c'est pas comme ça que tu m'endors moi. Hein, c'est mieux. Il y a enfin de l'intérêt, parce qu'il n'y en avait pas avant de l'intérêt, c'est ça le souci. Mais ça reste quand même pauvre. Voilà, c'est pas du tout le manga du siècle. On me dit que My Hero Academia c'est un des meilleurs mangas. Actuellement, je pense que Jujutsu Kaisen, et même si j'aime pas Chainsaw Man, est beaucoup mieux construit. Enfin voilà. Voilà. World End Harem. Alors, j'ai lu la note de l'auteur qui dit que c'est la fin de la partie 1. J'ai fait Hein Non, parce que là, ça commence à faire quand même 12 tomes pour un simple hentai. Hein. Enfin, Young. La collection Young. Je vous montre. Hein. Regardez. Young. Donc, pour public averti. C'est même pas interdit moins de 78 ans. Bon, donc je vous ai dit, hein, c'est peut-être par ordre de taille, ça dépend qui. D'ailleurs, celui-là, il était même pas sous couverture. Hein. Donc, DeadTube était sous couverture, mais pas celui-là. Pas ce tome-là, d'ailleurs, ça m'a étonné. Faut dire aussi, de ce que j'ai vu, je crois qu'il y a bonne scène, surtout dans ce tome-là, parce que enfin, ça fait avancer l'histoire. Mais même comme ça, je suis en train de me dire, mais l'histoire était presque finie là. Pourquoi il me dit fin du tome 1, j'ai pas envie d'acheter 24 tonnes de ça là. À un moment donné, faut arrêter. Donc à voir si je vais continuer. Tout dépend de ce qu'il a prévu de faire là, dans ce tome, puisque je l'ai pas lu encore. Mais franchement, là, ça fait beaucoup trop pour une histoire simpliste, quoi. C'est pas... Ça serait totalement inutile de continuer plus longtemps. Et sachant que j'ai vu vite fait, je crois que il résout le problème du virus, donc c'était le truc le plus important, donc pas la peine d'aller plus loin. Je comprends pas trop. Alors, en ce moment, il paraît qu'il y a une mode avec, par exemple, l'autre manga qui est aussi un isekai avec un mage. Enfin non, c'est pas un isekai. Ah si, c'est un isekai, puisque le gars, le sorcier, il meurt et il ressuscite, mais dans son passé à lui. Donc c'est pas un autre monde. Et je crois que Isekai c'est uniquement dans un autre monde. Il retourne dans le passé et donc il décide de violer toutes les personnes qui l'ont torturé pour en faire ces choses. Donc voilà, mais... Et se venger d'eux, mais je sais plus comment elle s'appelle ce manga, mais il a fait polémique et tout ça. Et en fait, on dirait que les mangas à portée sexuelle... par exemple, il y a l'autre manga qui est adapté et qui est animé, donc... les deux sont sortis en animé il y a pas longtemps et donc on fait un petit peu scandale. Et l'autre, c'est justement parce qu'il est devenu numéro 1 des animés les plus vus, alors que c'est un simple manga où les gars cherchent à trouver de nouvelles espèces à baiser. Voilà, des elfes et tout ça. Là aussi, je ne sais plus le nom, mais voilà. Et ce genre de mangas ont l'air d'avoir beaucoup de succès en ce moment au Japon et dans notre milieu otaku weeb. Et donc World End Harem, je suis sûr que s'il avait un animé, aurait beaucoup de succès, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, comme quoi, j'étais en avance sur mon temps en lisant ce genre de choses. Je suis juste devenu un détraqué. Tous les weebs. Alors, j'ai pas trouvé le tome 1, donc, mais comme je savais que c'était un manga, j'ai même pas trouvé les 3 premiers tomes.
Mais comme je sais que c'est un manga avec plusieurs petites histoires courtes et qu'il n'est pas obligé de connaître le truc, et surtout que j'étais fan de la série live, attention sur Netflix, j'ai décidé enfin, malgré le graphisme, d'acheter un manga qui racontait du slice of life, et je voulais vraiment me rapprocher sur ça, et lire ce genre d'histoire. C'était La Cantine de minuit, donc l'histoire est très simple, c'est que dans une petite barcotte, un izakaya je crois, on peut manger ce que l'on veut selon justement le désir du chef, et en fait la nourriture est surtout là pour servir de confident à la personne qui va derrière se confier sur ses problèmes et trouver aussi un réconfort à travers cette nourriture et une solution à ses problèmes personnels. Et c'est pour ça que c'est des mini-histoires et tout ça sur la vie de tous les jours et tout. Rappeler des moments, rappeler la nostalgie. En fait, ça raconte l'importance de la nourriture et de son attrait et de son art dans un sens. Puisqu'il ramène justement au souvenir, il ramène à la nostalgie, ou il ramène à des choses difficiles et permet de trouver une solution au fond de soi à travers justement un désir sucré, amer ou doux tout simplement. Et donc ça reste un très très beau manga. Je crois que ça s'appelait des Gekisha, c'était des mangas pour adultes et qui étaient plus des slice of life ou sur des sujets adultes qui datent des années 70-80, qui étaient pour aller à l'encontre des mangas pour enfants que faisait principalement Tezuka et tout, et c'était d'apporter ce genre de truc là, et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le même style. Et voilà, le seul truc qui pourra vous rébuter, c'est le style graphique qui est véritablement pas terrible, mais si vous pouvez passer outre un petit peu, moi je trouve que c'est un petit côté Mes voisins les Yamada, voilà, franchement vous pourrez peut-être passer un bon moment. Je l'ai pas encore lu, hein, donc je ne sais pas si c'est aussi bien que la série live, donc allez voir la série live déjà, mais peut-être aussi acheter le manga. Et enfin, donc le dernier, ça fera que 40 minutes, c'est bien. J'aurais essayé de tenir et de faire en sorte que justement on ait à peu près 45 minutes de vidéo. Je suis désolé, à chaque fois ils sont longs ces achats manga et tout ça, mais j'espère que vous avez découvert des trucs ou que vous avez eu envie de trucs avec les mangas que je vous ai proposés. Je sais que certains par exemple se sont mis à trouver de moins en moins de trucs intéressants dans les mangas, s'y retrouvent plus effectivement. J'essaye de vous proposer, après il y a beaucoup de suites et tout ça, mais j'essaye de toujours trouver de nouveaux mangas qui pourraient être plus intéressants. Après c'est vrai que c'est aussi par rapport à mes goûts, donc ça peut paraître toujours les mêmes choses pour certains, mais il y a quand même beaucoup de genres différents, et ça dépend aussi des sorties, tout simplement, parce que voilà, le souci c'est que par exemple je recherchais un manga qui ressemblait beaucoup à Tokyo Yamimuchi ou du Liar Game avec un petit côté stratégie Royal Battle avec des jeux de paris un petit peu à la Keiji. Mais par exemple, j'ai demandé ça à mon libraire et il m'a dit ouais non, en ce moment il n'y en a pas du tout qui sort, donc ouais, c'est difficile d'acheter des mangas avec un style différent si derrière effectivement il n'y en a pas qui sort sur le sujet. Et c'est vrai que même au niveau des sorties manga ou comics, on va préférer peut-être souvent un certain style, un certain genre. Par exemple en ce moment c'est les isekai qui sont grave à la mode, donc il y en a beaucoup qui sortent. C'est par exemple beaucoup d'heroic fantasy à RPG ou des adaptations de light novel. Hélas c'est pas du tout la cam, mais c'est vrai que c'est beaucoup de choses de ce style là qui sort actuellement, avec souvent du battle royale dans un isekai à la BTUM et tout. Mais bon, voilà, il faut se contenter de ce que le marché nous propose actuellement, et ça reste quand même beaucoup. Il y a quand même toujours de tout, donc vous aurez toujours de quoi faire. Vous inquiétez pas, c'est juste que par contre il faudra des fois plus se renseigner à certaines époques pour savoir qu'est-ce qui pourrait donc vous plaire. Soit aussi, sinon tout simplement, s'acheter des vieilles œuvres, des vieux mangas. Alors le marché du manga d'occasion peut être très difficile d'accès. Je pense à certains mangas comme Alice in Borderland,
ou même les premiers JoJo à une époque étaient tellement difficiles à trouver que c'était à 40€ le tome. Là, avec Alice in Borderland et sa série Netflix, les mangas ont été édités il y a très longtemps, donc ils ne sont pas réédités. Là aussi, donc beaucoup de spéculateurs, et c'est donc difficile de les trouver. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est très compliqué de retrouver certains vieux mangas, mais il y a certains vieux mangas qui, eux, n'ont tellement pas eu de succès que, justement, il est facile de les retrouver à 3 ou 4€. Voilà, ou ceux qui ont été énormément vendus, je pense à Naruto, Fairy Tail ou One Piece, vous avez toujours cette possibilité de les acheter à pas cher, et voilà. Donc, le seul comics de ce mois-ci, c'est Doom Patrol, tome 3, je crois, ouais, tome 3, fou là, de Grant Morrison. Donc, années 80, il paraît que c'est la meilleure période des années 80 de Doom Patrol, et comme je suis méga fan de la série, j'ai essayé de sauter sur l'occasion. J'ai les 3 tomes, hein. Donc voilà, sachez-le, hein, mais je les ai toujours pas lus parce que ils sont très très lourds. Et je suis grave en retard sur pas mal de séries de comics. J'ai même Doomsday Clock à lire et tout ça. J'ai vraiment beaucoup plus de retard dans les comics parce que justement j'ai subi beaucoup de déceptions et c'est dur à tout lire. Mais franchement, je doute pas de la qualité de Grant Morrison. Voilà. Même s'il a dévié, hein, maintenant il se fait appeler son nom féminin, il dit qu'il est une Her, il devient Social Justice Warrior. Voilà, un peu chelou. Oh non, il a toujours été chelou, hein. Le gars il se droguait à la kétamine et à d'autres drogues. Je crois qu'il se droguait aussi, qu'il se bourrait beaucoup avec pas mal d'alcool fort, la vodka, l'eau de vie. C'était un très grand passionné d'alcool. Je suis pas étonné qu'il tourne mal, et c'est vrai que sa dernière œuvre, par exemple Wonder Woman Terre en 1, alors on a compris que c'est un manifeste féministe, social, justice warrior, tout ça, mais c'est pas très intéressant, quoi. Et ça rend tous les personnages masculins débiles, parce que les mecs sont des cons, hein, faut le savoir. Hein. Voilà, et ça dénature justement le message. Et j'ai envie de dire, oui, ça donne pas envie d'égalité, ça donne juste envie de confrontation. Cette façon de parler, cette façon de s'exprimer, ça crée plus de la confrontation et de la haine que, au final, de la paix et de l'égalité et de l'équité. C'est ça qui est con, hein. C'est les années 80, 90, 2000 que j'ai grandi. Derrière, justement, ça a essayé d'apporter cette égalité, certes peut-être lentement, mais de manière naturelle. Voilà, dans les films, ça changeait de plus en plus. Beaucoup d'acteurs comme Idris Elba, Will Smith ont commencé justement à cette période-là et sont mis à montrer que justement une culture afro-américaine est possible et que donc les gens changeaient. Pareil, il y avait déjà Alien dans les années 70-80 avec une héroïne forte et qui n'avait pas besoin de s'exprimer en disant oui, regardez, c'est une nana. Oui, non, on sait que c'est une nana. On a vu. Non, voilà, c'est juste qu'elle est forte parce que le personnage est fort et naturellement forte. C'est pas forcé, tu vois. C'est pas pour dire ouais, c'est parce que c'est une nana qu'elle est forte et les mecs ils sont tous stupides. Non. Là, comme je vous l'ai dit, ça crée de la confrontation, ça crée justement donc de la haine et du mépris, et c'est pas ce que sont censés apporter ces messages-là. C'est ça le problème, c'est que à cause de ce côté excessif et sectaire, les gens ne savent même plus pourquoi ils font ça. Hein. Ils répètent tout simplement des mauvais arguments, ad vitam aeternam. Derrière, ils sont vidés de toute leur substance et montrent que toutes ces idées en fait sont devenues dangereuses et violentes. Et ça devrait pas être dangereux et violent, ce genre d'idées-là. C'est ça qui est ridicule. Mais en appelant à la censure, en appelant beaucoup de choses qui changent, et qu'on doit obéir et non pas accepter, ça me fait penser que c'est une secte, une dictature de pensée. Voilà, ce n'est plus du tout naturel. Et donc c'est dangereux. Voilà. Alors le fond est bien, la forme est mauvaise. Et de par cette forme-là,
ça fait que justement, le fond est dénaturé. Et devient mauvais lui aussi. Voilà. C'était mon message plein de pessimisme dans notre futur. Voilà, je suis désolé, hein, je finis sur une note pessimiste, parce que Grant Morrison, qui était un excellent auteur et qui a décidé de merder et de fuir ses responsabilités en tant qu'auteur, alors que justement avant c'était un grand auteur et qui pouvait faire changer les choses, et qui a décidé de merder. Voilà, mais bon, en même temps, c'est pas le seul qui merde en étant vieux, quoi. Tu vois Frank Miller, tu vois d'autres auteurs. Enfin, Frank Miller, est-ce qu'il a vraiment dévié? Parce que pour moi, il a toujours été un petit peu. Après, c'est vrai que le 11 septembre, dans sa tête, ça l'a poussé à devenir encore plus extrémiste, hein, mais effectivement, mais. Pour moi, il était déjà un petit peu comme ça. Donc voilà. Après, ses œuvres au moins étaient plus ou moins intéressantes pour ceux qui aimaient ce genre d'œuvres-là. D'ailleurs, c'est un débat que j'aimerais poser la question à tous ceux qui voient ma vidéo. Mais justement, j'aimerais savoir si vous êtes ouverts, parce que le principe d'ouverture, c'est pas juste d'acquiescer à tout et de regarder que uniquement des choses qui sont dans votre mouvance politique, mais de regarder des choses qui sont contre aussi vos mouvances politiques. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec Frank Miller, avec Clint Eastwood. Mais par contre, et je suis sûr à 100% qu'il est républicain, pro-armes et compagnie, mais pourtant j'aime bien ses œuvres, c'est juste que je les trouve jamais parfaites, c'est Zack Snyder, par exemple. Et je suis sûr que, question mode politique, il est dans la même mouvance que Clint Eastwood. Hein. Voilà, mais ça m'empêche pas que des gens qui ont des opinions différentes de moi, je peux les apprécier, ne pas adhérer au message, mais apprécier l'esthétisme et apprécier l'idée d'une opinion différente. Voilà. Apprécier l'idée d'une opinion différente, ça veut pas dire l'acquiescer. C'est ça qui est important. Maintenant, on s'est un petit peu enfermé en disant non, il faut être dans nos camps et compagnie. À une époque, un homme de gauche ou un homme de droite pouvait épouser une femme de gauche ou une femme de droite, inversement à son style politique. Voilà, tant qu'il y avait l'amour qui les rapprochait, peu importe le bord politique. Là, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus possible. Il faut que ça soit une personne matricée, quoi. Et de la même manière, et c'est dommage, en fait, l'ouverture d'esprit est devenue de plus en plus renfermée, avec en plus ce côté très communautaire qui s'est enfermé encore en plus, et en plus avec les gouvernements qui se succèdent et continuent dans des mauvaises décisions sans s'excuser, sans se reconnaître des erreurs, on est vraiment dans une marmite bouillante qui pue un petit peu partout dans le monde, j'ai envie de dire, même c'est pas que la France, mais voilà. Et où on a l'impression que tout se renferme. Et plus tout se renferme, plus on en arrive à des extrêmes. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est mon petit côté, moi justement, qui aimait toutes les libertés du monde et qui aimait son prochain, peu importe son bord politique. Voilà, c'est pour ça que je peux entendre aussi bien avec des gens de droite qu'avec des gens de gauche, et même des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche. Mais derrière... prenez d'extrême gauche, je suis dans ce mouvance-là, donc c'est normal que je m'entends bien. Et comme je peux détester des gens d'extrême gauche, alors, parce que justement, je suis de ce mouvance-là, voilà, moi, en fait, je vise par rapport à une personne. Et je vise pas par rapport à ses idées, mais par rapport à ses actes. Voilà. C'est ça qui est dommage. Et là, en plus, avec le sujet d'Ivax, pas sanitaire et tout ça. Voilà, tout le monde se déteste aujourd'hui, de nos jours, et tout le monde se perd, et tout le monde se déteste, et c'est nul. Moi, je trouve ça nul. Enfin, tu vois, j'ai une opinion, hein, et j'aurais mes idées par rapport à ces choses-là, et je pourrais les dire, et tout ça. Mais après, encore une fois, ça serait juste mon opinion, et c'est pour ça que je ne veux pas que les gens se détestent pour ce genre de choses. Donc, voilà. Et surtout, arrêtez de parler de ça. Si c'est pour vous énerver, arrêtez de parler de ça. Parce que j'ai envie de dire, la plupart des gens qui parlent de ça n'ont pas les connaissances requises pour apprendre ça. C'est un truc qu'on nous apprend en zététique. Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas fait d'études scientifiques, vous n'avez pas fait d'études de médecine, ne parlez pas de ces choses-là au nom des autres. Voilà.
Vérifiez les sources des choses que vous apprenez, ça c'est une bonne chose, mais ne les contredisez pas parce qu'elles ne sont pas, d'accord avec vous. Voilà, si les sources sont bonnes et tout ça, arrêtez. Arrêtez d'aller plus loin. Voilà. Si les sources sont mauvaises, arrêtez de les croire. Là aussi, Richard Boundry dira vous, avec son Vaporium maintenant, c'est... Voilà, je suis désolé, mais là, c'est vrai que les anti-vax, pour l'instant, vous avez des suiveurs qui sont pas très intelligents. Voilà, c'est ça le souci. Mais bon, bah, ça arrivera qu'il y avait un qui suit avec des bons arguments. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, attends, tu me diras, le consensus scientifique est clair sur le sujet, mais il y en a qui veulent se faire du pognon dessus. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein, le monde est pourri. Le monde est pourri. Et c'est pour ça qu'il faut se faire beaucoup de thunes en achetant beaucoup de biens immobiliers. Acheter beaucoup de biens immobiliers, c'est d'économiser tout ça, pour que ça, vous puissiez être indépendant et ne plus vivre dans ce monde. Comme dirait Valek, vivez dans votre nuage, parce que... Et l'indépendance, ça se gagne avec l'argent. Voilà, c'est ce que dit Raptor aussi. Et pourtant, vous voyez, je suis d'accord avec Valek et Raptor, il faut partir de cette mouvance de pensée, de ce truc-là et tout ça, mais par rapport au sujet de l'épidémie et du vaccin, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce qu'eux, ils croient le contraire, ils croient que c'est pas bien, tout ça, bah moi je crois... Voilà, mais pourtant, bah, je suis leurs vidéos, je suis leur sujet, tout ça, et je pourrais argumenter par rapport à eux et tout ça, mais je pense qu'ils sont pas... ils n'ont pas d'intérêt et tout, mais je suis d'accord par exemple sur l'analyse politique, dans le sens où effectivement nos politiciens profitent de cette épidémie pour nous la mettre dans le cul. Enfin dans le cul, pardon, désolé, YouTube, ne me démonétise pas s'il te plaît. Ça je suis d'accord avec eux, voilà. C'est complexe, le monde est là, c'est pas si simple que ça. Il y a des choses, c'est pas que du gris, que du noir et tout. Voilà, c'est des choses à apprendre et à comprendre et à aller au plus loin. Voilà, j'aimerais bien faire un petit live, peut-être, pour discuter de ce sujet-là avec vous ce mois-ci. Je sais pas si j'aurai le temps, j'espère, mais comme je vous l'ai dit, voilà, avec le déménagement de chez mes parents, de chez moi, voilà, je suis véritablement... fatigué la semaine, en plus je fais 1h30, 2h de sport tous les jours, même la vidéo là c'est parce que je veux faire demain une exposition photo, parce que maintenant je m'intéresse aussi à la photo, je m'intéresse à tout, maintenant un jour je suis devenu un bobo. Je vais visiter, je vais tester un snack et je vais japonais et un restaurant japonais le soir et voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire demain, donc c'est pour ça que là je fais un vendredi soir ma vidéo pour dimanche et même ça, donc je suis obligé un petit peu de la dépêcher et de me dépêcher sur le sujet. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et vous aurez apprécié les efforts. Et c'est ça qui est dommage, c'est que donc j'ai pas le temps pour l'écriture, pour écrire des belles vidéos avec beaucoup de sujets un petit peu plus travaillés, mais j'espère que derrière, cela vous plaît de passer un petit moment avec moi, avec mon opinion d'homme lambda sur YouTube, et avec très peu d'abonnés et très peu de vues. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo en masse et de liker, parce que Patrice, ça change quelque chose sur YouTube, mais bon, comme quoi, moi j'aurais jamais de succès. Je suis triste, bon... je suis triste un petit peu, oui, effectivement, parce que j'ai donné beaucoup pour cette chaîne, mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts qu'on arrive à avoir la chose au final et le succès qui va avec. Mais derrière, j'espère que vous apprécierez toutes ces années à découvrir des choses avec mes vidéos, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de faire des putaclics, c'est de vous faire découvrir des choses. Le plus souvent, soyez curieux, découvrez de nouvelles choses tous les jours, parce que c'est ça qui est bien. Voilà. Et sachez que j'ai perdu, là que je suis à 40 kilos de perdu. Et donc mon poids n'est plus sur 3 chiffres. Donc, je suis content, faut continuer comme ça. C'était pas arrivé depuis au moins 8-9 ans. Je crois que même quand j'étais avec les Cash Nanars, j'étais plus proche des 100, de plus de 100 que moins de 100. Donc je suis content. Et continuons comme ça, et continuons d'être en bonne santé surtout.
Allez, ciao les enfants.